avec Fanny Mandina. Fanny Mandila, design, styliste et modéliste. Mesdames, Messieurs, très ravi d'être avec vous dans cette avant-dernière émission de l'année 2015. Déjà, joyeux Noël. Comme à l'accoutumée, nous ferons le tour des questions qui agitent le débat public. Le processus électoral est grippé, il est en panne, il faut le relancer. Que faire? Le président de la République a proposé le dialogue. L'idée du dialogue ne fait pas l'unanimité et les deux camps sont en crise de confiance, une crise de confiance sans précédent. La majorité soupçonne l'opposition de préparer l'insurrection, ce à quoi l'opposition rétorque qu'elle se prépare plutôt à contrer un troisième mandat, un éventuel troisième mandat voulu par le président de la République. Et la tension est donc très vive sur la scène politique et tout autre tas de questions. J'en parle avec Jean-Jacques Mamba, c'est le porte-parole du MLC, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Il est également secrétaire national chargé de la formation et de l'idéologie. Patrick Djanga est également avec nous, c'est le secrétaire général de la FDC de Bati Lukobo, ministre de l'économie. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, Denis Sassou Nguesso avance la date des élections. Avant ça, il a réussi une réforme de la Constitution qui lui permet de rester au pouvoir par référendum. 94% de Congolais ont dit oui à cette révision. Au Rwanda, c'est avec 98% que Paul Kagame a gagné sa révision constitutionnelle qui va lui permettre de rester à la tête du Rwanda jusqu'en 2034 si il en a envie. Mais au Burundi, le troisième mandat très controversé de Pierre Nkurunziza a plongé le pays dans des violences. L'Union africaine a même proposé d'envoyer des troupes, idée à laquelle le Parlement, l'Assemblée nationale burundaise s'est opposée. Quel est le scénario qui se rapproche de notre situation, Monsieur Djanga? Merci d'abord de ces trois cas de figure pour cette énième invitation. Je pense que les scénarios qui se rapproche du cas de figure de la RDC est celui qui amène les uns et les autres à dialoguer, à parler de leurs problèmes pour trouver une voie de sortie. Au Congo-Brazzaville, il y a eu un tel dialogue. Et même lorsque l'opposition n'était pas d'accord avec ce dialogue au Congo-Brazzaville, cette opposition a organisé son propre dialogue. Mais à la différence de la nôtre, c'est que l'opposition de Congo-Brazzaville a pris ses recommandations, ses résolutions et les a remises au chef de l'État. J'espère que nous aurons ce sens élevé de patriotisme, de citoyenneté, pour que nous puissions emboîter les pas et trouver les voies de sortie à nos problèmes actuellement. Et au Burundi, le troisième mandat a plongé le pays dans des violences. Oui, tout à fait. C'est quand même une leçon que nous pouvons tirer d'un côté ou de l'autre. Si on veut se fixer sur ce que l'on pense, sur ce que l'on veut, ça aboutit à des résultats comme celui-là. Et maintenant qu'on est arrivé à ces résultats, on se dit non, il faut dialoguer. Parce que c'est ça qui est dit maintenant là-bas. Il y a le médiateur, le président Museveni qui se réveille, il y a l'Union africaine qui est là, la communauté internationale qui dit qu'il faut dialoguer. Alors pourquoi ne pas anticiper, prévenir tous ces risques inutiles et commencer par faire ce qui doit être fait? Jean-Jacques Mamba, le Congo, Brazzaville, Sassou Nguesso, 94% de oui au référendum pour une révision de la Constitution. Au Rwanda, cette révision est passée également comme une lettre à la poste, 98%. Au Burundi, le pays est sans dessous. Ça vous inspire quoi? Mais écoutez, vous savez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention mon co-débatteur. Vous savez, ce type de pourcentage-là, on en a vu aussi à l'époque de Mobutu, lorsqu'ils organisaient ces élections, il y avait des 100%, 99%. Et je crois que les champions de ce type de pourcentage, c'est ici au Congo. On a vu à Malemba-Nkulu, le chef de l'État a été voté avec 101%. Non, c'est des pourcentages tout à fait fantaisistes et qui font honte à l'Afrique. Il y a beaucoup de pressions qui sont exercées sur les populations qui bénéficient de certaines faveurs ou de certaines rentes ou sont privées de certains droits
qui les mettent en condition de voter le oui pour soit ne pas avoir des problèmes, soit pour continuer à bénéficier de certains avantages. Je pense que c'est tout à fait utopique dans n'importe quelle société du monde où vous avez 98% des personnes qui pensent de la même chose. Ça ne se fait nulle part, même dans les grandes démocraties aux États-Unis, en France et partout ailleurs. Lorsqu'il y a un référendum, vous allez voir que de manière très empirique, vous avez 40 à 60% des personnes qui disent oui ou l'inverse et d'autres qui disent non. Donc lorsque vous atteignez 98, c'est une farce et vous allez bien remarquer que même la communauté internationale, bien que saluant le peuple rwandais, a continué à exhorter M. Kagame de respecter la durée des mandats et de se retirer. Pourquoi? Parce que ce que les Africains doivent savoir en ce moment, c'est qu'en dehors de tous les droits fondamentaux, la prétention à diriger un pays, la prétention que chaque citoyen peut avoir de faire mieux que le président de la République en place, c'est un droit aussi qui est inaliénable. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il ne faut pas que, parce qu'on a la machine de l'État, qu'on prive les autres citoyens de ce droit. Il faudrait qu'à un certain moment, selon les règles du jeu, qu'on apprenne à déposer, que d'autres personnes qui prétendent faire mieux que vous se posent et le fassent. Et donc, ce sont des résultats tout à fait fantaisistes qui font honte à l'Afrique et ils ne sont pas tirés d'affaire. Hein. Au Rwanda, les Rwandais eux-mêmes donnent l'impression d'aimer Paul Kagame, d'aimer ce qu'il fait. Il n'y a quasiment aucune contestation au niveau interne et les critiques au niveau international sont très timides. Ce n'est pas, écoutez, moi j'ai été à Kigali, hein, j'ai été 2 fois, je peux vous dire qu'il n'y a pas de démocratie au Rwanda, même pas un peu. Tous ceux qui s'évertuent à critiquer l'action du chef de l'État sont mis en prison, sont contraints à l'exil. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Le Rwanda, c'est 10 millions d'habitants, c'est comme la ville de Kinshasa, plus ou moins. Donc c'est un pays qui gère de manière, oui, un peu moins, mais je veux dire que Paul Kagame a la tâche très facile, d'autant plus que son pays sert de plateforme pour l'exportation de nos matières premières. Quand vous voyez la balance des paiements, la balance commerciale aujourd'hui du Rwanda, vous trouvez le coltan, vous trouvez l'or et ainsi de suite. Donc avec les richesses du Grand Kivu, c'est très facile de contraindre socio-économiquement les gens à dire oui simplement parce que vous avez les leviers économiques. Donc je ne pense pas que le Rwanda est un exemple de démocratie. Vous allez remarquer que même ceux qui sont allés en exil ont été poursuivis et même il y a eu des tentatives d'assassinat. Un exemple d'économie. Oui, mais avec les ressources du Congo, avec un petit pays et avec de la parcimonie, il faut quand même reconnaître que modèle d'investissement, modèle économique. Monsieur Kagame, moi j'ai été dans ce pays-là, j'étais dans un avion au départ de Bruxelles et j'ai cru que je m'étais trompé parce que dans l'avion il y avait plus de blancs que de noirs. C'était avant l'ère Kigali, donc ça veut dire que quelque part il y a la sécurité, il y a un code d'investissement qui est clair, il y a la transparence dans les milieux des affaires et c'est vrai que le Rwanda prospère parce qu'ils ont mis de sérieux du côté économique. Et c'est vrai que Kagame a une certaine rigueur à ce niveau-là. Mais cela ne suffit pas à faire fonctionner. C'est pour ça que les Rwandais lui ont dit oui. C'est peut-être sincère. Non, ce que je vous explique, c'est peut-être sincère. Non, pas du tout, pas du tout. C'est tout à fait fantaisiste. Qu'est-ce qui vous est dit? Même Angela Merkel, qui est reconnue être la plus grande, c'est-à-dire avec ses performances économiques, est reconnue être la plus grande chancelière en Allemagne, n'a jamais fait ce pourcentage-là. Donc, avec toute la rationalité et l'irrationalité des populations, on ne peut pas avoir 98% de oui, quel que soit le type de référendum ou de question posée. C'est de la farce, madame. Donc, il faudrait que nous ne soyons pas un continent atypique, où des choses se font de manière atypique, comme le président l'a dit, des élections authentiquement congolaises. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Donc on doit rester dans les normes. Et les normes veulent que les gens puissent s'exprimer de manière correcte et qu'ils ne subissent pas des pressions. Et dans ces cas-là, moi je dirais que c'est plutôt des pressions et c'est très fantaisiste. Alors on va aller sur ce processus électoral. Les élections qui devaient se tenir en 2015 n'ont pas eu lieu. Il va falloir qu'elles se tiennent un jour et dans le délai, crie-t-on à l'opposition. Et l'opposition, le MLC notamment, avec d'autres membres et de la société civile et des mouvements citoyens. Vous avez mis en place le Front citoyen 2016 et tout de suite à la naissance, vous avez lancé des ultimatums, un calendrier électoral au 31 janvier, un démarrage du nettoyage du fichier électoral au 10 février, sans quoi vous vous engagerez dans des manifestations de rue, c'est ça? Mais écoutez, c'est un peu caricatural l'approche que vous venez de présenter. Il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème parce que nous avons une autorité qui est le chef de l'État, à qui les Congolais ont donné la confiance pour diriger le pays, qui a non seulement l'obligation mais le devoir de respecter la Constitution, mais aussi de la faire respecter. Le blocage qui est observé aujourd'hui dans le processus électoral, c'est le fait que le président n'a pas pris ses responsabilités. Dès lors qu'il y a un gouvernement le président de la République, vous savez que le gouvernement a été instruit par le Parlement de mettre de l'argent de côté pour que nous ayons des élections. Le fait que le gouvernement ne l'ait pas fait, le président devait, en tant que garant de la nation, limoger son gouvernement pour mettre un gouvernement qui lui permettrait à lui de
faire respecter cette constitution. Parce que vous savez que depuis 2011, nous n'avions pas eu les élections des sénateurs et tout ça. Tout le monde a glissé, pas par la faute de ceux qui sont dans les assemblées, mais par la faute du gouvernement qui n'a pas donné les moyens, encore moins le chef de l'État, l'impulsion nécessaire pour que ces élections aient lieu. Donc, il y a la responsabilité du chef de l'État qui est engagé, qui crée le blocage, et je ne vois pas comment est-ce que lorsqu'on a un problème, on peut devenir une solution. Donc, je pense que l'opposition et toutes les initiatives qui sont faites dans le sens de faire respecter la Constitution, notamment les articles verrouillés, c'est parce qu'au fait, la problématique qui nous lie maintenant, c'est une problématique qui engage la responsabilité du chef de l'État. Et le chef de l'État n'a pas garanti suffisamment, non seulement la population, mais la société, l'opposition, pas de garantie suffisante sur son intention de effectivement respecter cette Constitution. Et donc, faute de garantie, l'opposition s'organise pour contraindre le président à respecter une loi fondamentale qui nous réunit tous. Monsieur Djenga, le Front citoyen 2016 a des dates, 31 janvier, un calendrier électoral, démarrage de la mise à jour du fichier électoral, au plus tard le 10. Le 16 février, un calendrier d'action non violente sera publié. Parce que vous êtes le problème, vous ne pouvez pas être la solution. J'emprunte ces termes. Merci beaucoup. À ce niveau, je vous dirais clairement que lorsque le porte-parole de la majorité parle de l'opposition, moi je parle du porte-parole de la majorité, Monsieur Atundu, qui prête à l'opposition, n'est-ce pas, des idées de vouloir organiser une insurrection. Je pense qu'il n'a pas vraiment tort. Ah ouais. Ne faisons pas l'amalgame. Il faut qu'en RDC, nous puissions poser pied sur terre. Et dès qu'on commence à raisonner de la sorte, c'est en quelque sorte, c'est à quoi le chef de l'État a fait allusion en disant « ayons notre façon de voir les choses et de les régler ». Madame, chaque pays a sa démocratie. Et il faut la respecter. J'ai suivi le rapport fait par le représentant Afrique de Human Rights Watch, lorsque son directeur était reçu par le chef de l'État. Il dira au chef de l'État, j'ai lu dans le rapport de Human Rights Watch, que, écoutez, vous êtes le père de la démocratie. Si vous ne vous présentez pas, on va se souvenir en bien de vous. Ça, c'est Human Rights Watch. Et le chef de l'État leur dira, le père de la démocratie, c'est Lumumba. Ils ont continué à parler, mais j'ai compris qu'il y avait un dialogue de sourds. Où voulez-vous en venir? Je vais en venir à ceci. Nous ne pouvons pas continuer à gérer notre pays comme s'il venait de naître maintenant. Il faut analyser le processus. Ça fait depuis 2 ans et demi que, à la demande d'un diplomate venu au Congo, on a dit, non, écoutez, le chef de l'État, vous ne vous présentez plus. Ce qui est conforme, la Constitution le dit. Mais dans l'entretemps, il y a des problèmes. Mon collaborateur a reconnu que c'est le chef de l'État qui doit non seulement respecter la Constitution, il la fait respecter. Je veux dire qu'il est le garant de la Constitution. Et il dit par rapport aux problèmes qui se présentent, mettons-nous ensemble pour trouver des solutions consensuelles et avancées. Je préfère revenir à ce niveau, dire qu'il répondait en plus à une demande de l'opposition. Mais du moment qu'il lui a dit, ok, c'est une bonne chose, allons-y, parlons-en, on dit, non, 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 vous là, du moment que vous parlez de dialogue, vous préparez autre chose. L'autre fois, j'ai expliqué ce qu'était un mouvement citoyen. Retournons un tout petit peu sur les élections qu'on n'a pas organisées en 2015 et dont on ne connaît pas encore la date jusqu'à ce jour. Elles n'ont pas eu lieu, Jean-Jacques Mamba l'a dit et répété, faute d'argent, faute de financement. Et la responsabilité incombe au gouvernement, qui devait même être appelé à démissionner, a-t-il souligné. C'est plus facile d'imputer comme ça, de dire la responsabilité c'est tel ou tel autre. Je ne voudrais pas voir un gouvernement responsable qui arrêterait tout et ne se focaliserait que sur les élections.
Vous avez suivi même notre budget en 2016, il a connu un peu de modifications à la baisse, tout simplement puisqu'il y a des problèmes, des enjeux économiques internationaux que les Congos subissent. On ne peut pas avoir cette façon un peu caricaturale de voir les choses et dire, puisque vous n'avez pas... Non, c'est pas ça. Le gouvernement est responsable. Vous avez suivi même dans le discours du chef de l'État combien de réalisations ont eu lieu quand on vous parle même de certaines maladies qui sont éradiquées dans son pays et que les institutions, comment dire, les organismes des Nations Unies les confirment, on devrait en être fiers. Je voudrais revenir à ce niveau. Le chef de l'État a également fait allusion à la corruption. À environ 15 milliards de dollars sont détournés chaque année alors qu'on a un budget qui ne vaut même pas la moitié des sommes faramineuses qui sont détournées. Il a fait allusion à la corruption, à l'impunité et à beaucoup d'autres fléaux. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son sens élevé de la vision de la chose. Il vous dit ce qui est fait et ce qui reste à faire. Et interpelle chacun d'entre nous pour dire, mais comment... Moi, quand j'entends parler l'intellectuel africain maintenant, mon co-débatteur a parlé de l'Afrique, j'ai vraiment peur. Nous laissons les problèmes essentiels qui accablent l'Afrique et nous focalisons sur ce qui ne devait pas l'être à ce niveau-là. C'est-à-dire? Je vais dire ceci. On parle de la démocratie. Est-ce que les élections sont les seuls indicateurs de la démocratie? Tout expert vous dira non. On parle de bien-être de la population. Mais pour avoir un bien-être de la population, il faut un budget conséquent. Il faut une mobilisation des ressources. Il faut des moyens, je vais dire. Mais comment sont gérés les moyens en Afrique? Demandez aux intellectuels. Tout chef de l'État n'a pas de prérogative d'élever des options économiques concernant son pays à sa guise. Sinon, nous au Congo, par exemple, on ne pouvait pas avoir de problème lorsque le chef de l'État, il vous dit, je vais chercher des financements en Chine. Ça n'a pas posé de problème en Chine, ça n'a pas posé de problème au Congo, ça pose des problèmes ailleurs. C'est autant de problèmes. Aussi, et des problèmes d'une, comment dirais-je, d'une acuité telle que les intellectuels, notamment, devaient se concentrer là-dessus. Parce que si on n'a pas de moyens, on ne sait pas avancer. On ne sait pas organiser de bonnes élections. Et on va rester en train de se jeter des pierres en disant c'est la faute de tel, c'est la faute de tel autre. Je voudrais qu'on rehausse les débats, qu'on sache aussi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, n'est-ce pas? Certes, il y a la corruption. Est-ce que cette corruption, c'est seulement l'affaire des Congolais? Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu une commission des Nations Unies, pendant qu'il y avait la guerre, il y avait une commission d'enquête sur le pillage des ressources de la RDC. Qui pillait les ressources? Est-ce que c'était des entreprises congolaises? Et à ce moment-là, il y avait des zones gérées par des entités entières, gérées par des groupements politico-militaires à l'époque, d'autres sont devenus des partis politiques, et qui participaient à ce processus. À vous entendre parler, on n'aura pas un calendrier électoral au 31 janvier. J'ai suivi le président de la CENI, puisque ce n'est pas à l'AFDC d'élaborer un calendrier. Le président de la CENI a été clair là-dessus. Il a soulevé un certain nombre de préalables. Et parmi ces préalables, il y a un préalable relatif à un minimum de consensus entre acteurs politiques. Jean-Jacques Mamba, consensus, d'où viendra ce consensus? Écoutez, je peux répondre à votre question, mais j'aimerais quand même revenir sur ce que mon co-débatteur est en train de dire. C'est quand même gravissime. Et même le chef de l'État, lorsqu'il parle, on a l'impression que c'est un ambassadeur qui parle. Après 15 ans au pouvoir, on constate qu'il y a 15 milliards de dollars qui échappent au contrôle de l'État, dont il est le garant. Je veux dire, après 14 ans de pouvoir, on parle comme si on était un ambassadeur, comme si on était un chercheur qui voyait les choses de loin. Mais non, c'est lui qui est responsable du fait que nous perdons 15 milliards. Et que ces 15 milliards devaient financer des projets à caractère socio-économique. Ces 15 milliards devraient financer des élections crédibles. Il est le seul responsable. Le président se distance de sa responsabilité et présente les faits comme un acteur quiconque. Et c'est ce qui m'écoeure, au fait. Alors, je vais juste rebondir très rapidement. Lorsqu'on dit est-ce que les élections sont les seuls indicateurs de la démocratie? Lorsque vous avez un chef d'État qui se distancie de sa responsabilité, quelle est la seule voie, quelle est la seule possibilité? Mais il y a un pacte républicain qui veut qu'après 2 mandats, le chef de l'État puisse laisser son pouvoir et que d'autres viennent. Si le chef de l'État dit que j'ai des limites, il me reste 10 mois
mais je n'ai pas réussi à éradiquer la corruption alors que les portes des prisons étaient ouvertes. Je n'ai pas réussi à donner du courant aux gens. Je n'ai pas réussi à faire ceci. On dit, écoutez, pour ce que vous avez pu faire, nous vous remercions. Voici ce que dit la Constitution et après, il y aura des élections. Donc si, après 15 ans, on présente les choses comme si elles nous tombaient du ciel, alors qu'en réalité, c'est des choses que nous devrions maîtriser. Donc, je suis vraiment estomaqué d'entendre des choses comme ça sur un plateau de télévision. Mais bon, pour revenir à votre question, vous dites le consensus. Pas oui. d'élection sans consensus entre acteurs politiques. Vous savez, la CENI a une loi organique portant création de la CENI qui lui donne plein pouvoir. Elles nous ont plongé dans un triangle en allant vers la Cour constitutionnelle pour permettre à M. Kabila, le chef de l'État, de nommer des commissaires spéciaux, parce qu'il y a une forme d'inféodation. En réalité, la CENI, c'est vrai qu'elle peut quelque part dépendre du consensus, mais il y avait une tripartite à laquelle le chef de l'État pouvait s'inviter. Au lieu d'organiser un dialogue dans lequel on va faire venir les chefs coutumiers pour parler des élections, il y avait une tripartite à la CENI. Le chef de l'État pouvait venir rejoindre la tripartite pour vérifier dans quelle mesure, en tant que garant de la nation, il pouvait appuyer cette tripartite et trouver des solutions pour des questions électorales. Parce qu'on ne peut pas faire un dialogue en amont d'une CENI qui existe, qui a des prérogatives réglementaires, pour apporter des solutions électorales alors qu'il y a un organe qui devrait le faire. Donc, ce que moi je dis, c'est quoi? Le vrai problème, c'est le suivant, c'est que, in fine, on nous dit des choses et on en fait d'autres. Il y a une phrase sur le référendum dans le budget de 2016, qui lie le budget pour les élections. Et d'autre part, on arrive, on explique que bon, voilà, comme les élections coûtent cher, on va faire des élections par voie électronique. Est-ce qu'on va faire les locales et ainsi de suite? Parce qu'il faut que la démocratie commence par la base, selon l'accord cadre d'Addis Abeba, qui dit on encourage, mais ce n'était pas une obligation. On dit dans la mesure du possible, ça serait quand même intéressant qu'on ait des élections locales. Nous disons comme les seules élections assorties d'un délai constitutionnel verrouillé sont les élections présidentielles. Nous disons au chef de l'État, du moment qu'il se distancie de ses responsabilités, qu'il constate avec nous que ça ne fonctionne pas, de permettre à ce que la CENI organise ces élections-là. Donc, si c'est de ce consensus-là, cette demande a été faite à la CENI. Mais la CENI dit qu'elle ne peut pas dans ces circonstances. Madame, elle a reçu un mémo de l'opposition avec des propositions de calendrier consensuel. Elle n'a pas voulu répondre à ce mémo. Pourquoi elle doit s'en tenir au chef de l'État? Pourquoi elle doit le faire? Parce qu'elle a reçu, elle pouvait déjà interagir en disant voilà ma contre-proposition, parce que elle se veut indépendante, c'est un organe technique. Il appartient à cette CENI de faire des propositions au gouvernement et pas l'inverse. Ce n'est pas le chef de l'État, via un quelconque dialogue qui n'est pas une institution de la République, qui viendra dire à la CENI comment faire. Justement, la CENI a parlé. Mais la CENI devait faire. Mais quelles sont les propositions de la CENI? Pourquoi elle n'a pas organisé, par exemple, les élections le 25 octobre? Pourquoi elle n'a même pas sorti la liste des candidats définitifs? Elle devait attendre le gouvernement. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que les gens doivent savoir pourquoi ils sont payés. Vous savez, Monsieur Bahati, le ministre, lorsqu'il a parlé des millions qui sont payés à la CENI pour les frais de fonctionnement. Pourquoi on paie ces millions? Nous avons déposé des cautions pour les élections. Elles nous ont pas été remboursées. Pourquoi cet argent est payé et la CENI, pour faire son travail, un travail élémentaire, ne serait-ce que de proposer, de réagir aux différentes propositions, elle attend que le chef de l'État parle. La CENI n'est pas inféodée à la présidence de la République. Elle a reçu les pleins pouvoirs du Parlement. Il lui appartient de nous apporter des contre-propositions et elles seront évaluées par tous les acteurs politiques. Alors on en vient à ce Front citoyen 2016. On le soupçonne de préparer une insurrection, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Merci beaucoup, madame. Je préfère revenir un peu pour dire que il faudrait davantage de sens de responsabilité quand nous évoquons les problèmes de notre pays et quand nous agissons. Le chef de l'État, quand il évoque les réalisations et les écueils qu'il y a, c'est une façon, je le répète, de responsabiliser les uns et les autres. La gestion de ce pays, ce n'est pas seulement l'affaire du chef de l'État. C'est l'affaire de tous citoyens congolais. Madame, moi je pense qu'il y a, je soutiens le dialogue parce qu'il y a davantage de problèmes. Davantage de problèmes puisque, à la limite, la solution aurait été qu'on demande à la population par un référendum, savoir s'il y a nécessité ou pas d'organiser un dialogue. Et même à ce moment-là, on vous dira non, c'est une farce, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Vous savez que nous avons aussi un autre problème dans ce pays. On accuse ceux qui passent d'être des tricheurs, mais si vous avez 18 000 candidats aux législatives nationales, il n'y en a que 500 qui passent, vous avez 17 500 qui ont échoué. Tous ces 17 500 vous disent nous avons échoué parce qu'il y a eu corruption, parce qu'il y a eu. Cela veut dire que notre culture politique est telle que, souvent, les perdants sont de très mauvais perdants parce qu'ils ne savent pas reconnaître leur sort. Ça, c'est de un. De deux, on s'acharne sur les élections présidentielles.
le pays a des problèmes, certes de démocratie et de bonne gouvernance. On veut aller aux élections présidentielles. J'ai soulevé l'autre préoccupation de dire comment voudriez-vous que nous puissions asseoir la démocratie en RDC uniquement en organisant les élections présidentielles, mais avec des partis politiques qui eux-mêmes ne confirment pas un mode de fonctionnement démocratique en leur sein. Ça pose problème. On dit, gérons nos partis tels que nous voulons, mais lorsque l'un de nous sera président de la République, là vous verrez la meilleure démocratie qui soit que l'on va mettre en place. Et on se moque de qui? Il y a des problèmes. Allons au dialogue et résolvons tous les problèmes. L'insurrection, qu'est-ce que cela veut dire? Souvent, on évoque l'article 64 de la Constitution. Vous leur reprochez d'être allés sur l'île de Gorée au Sénégal pour apprendre comment faire une insurrection. Je pense que vous m'avez interrompu quand je voulais parler du mouvement citoyen. Le mouvement citoyen, c'est un mouvement, je vais encore dire, entre guillemets, authentique, des citoyens d'un pays qui constatent des faits dans leur pays et qui mettent en place des mécanismes pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux problèmes rencontrés. Comme il y en a marre, les citoyens. Laissez-moi en RDC. Mais ce qui se passe, c'est que j'évoque des exemples. Non, moi je vais aller au Ferguson. Il y a eu aux États-Unis, il y a un mouvement citoyen qui est né, puisqu'il y a eu des problèmes de policiers blancs qui tuent les Noirs tous les jours, puisqu'ils sont noirs, d'abord. Hein, on traite différemment selon qu'on est noir ou qu'on est blanc. Et il y a un mouvement citoyen qui dit, non, écoutez, là, il y a un problème. Ici, chez nous, le problème, je comprends peut-être que ça vous met mal à l'aise parce qu'il y en a marre. Et les citoyens sont très détestés par les autorités congolaises. Ça ne me met pas mal à l'aise. Je vais vous dire que pour moi, j'ai encore fustigé ça, que c'est un peu fantoche ce qui se fait dans notre pays. Il y a des problèmes, on vous dit, mettez-nous ensemble pour trouver des solutions. Il y a des mécanismes démocratiques qui existent. Vous dites, ça ne vaut pas la peine. Il faut aller chercher l'argent à l'étranger, aller suivre la formation à l'étranger pour venir, n'est-ce pas, résoudre un problème local chez nous. Je pense qu'il y a un problème. Et alors, Jean-Jacques Mamba, vous êtes allé... je pense qu'il y a un problème. L'île de Gorée, c'est une île mythique dans l'histoire de notre pays, l'Afrique. On ne pouvait pas commencer à organiser des réunions... Sur le continent. Sur le continent, justement. On ne pouvait pas organiser des réunions qui commenceraient à amener certains à se demander, mais Gorée, c'est encore quoi? Laissez Gorée avec les valeurs qu'elle incarne. Résolvons nos problèmes. Mais à cette réunion, il n'y avait pas que des Congolais. Il y avait d'autres membres. On vous dit l'objet de la réunion, c'était consolidation de la démocratie, semble-t-il, c'est ça? Les processus électoraux en Afrique subsaharienne, si je ne m'abuse. Et vous pensez que pour que ces processus évoluent mieux, ils ne peuvent être gérés que par l'opposition et la société civile, et non les pouvoirs qui gèrent, qui gouvernent. Alors au Sénégal, il y avait des opposants et des membres de la société civile acquis à l'opposition, raison pour laquelle la Senko a demandé à son délégué de se retirer. Madame, vous savez, parce qu'il y avait des opposants. Madame, je crois que... Une réunion qui parle élection où il n'y a que des opposants. J'ai envie de rigoler. C'est quand même louche. J'ai eu envie de rigoler lorsque j'ai vu la réaction sur Télé 50 avec une bande passante. J'ai vu tous les caciques de la majorité, notamment M. Atondo, le porte-parole, qui était très agité parce que les opposants auraient été partis à l'île de Gorée pour participer à ce forum. Mais pour parler du dialogue, parce que le problème, c'est que la majorité veut qu'on dialogue. Je peux revenir, donnez-moi juste une minute. Vous prenez Sound City, demandez à ceux qui y étaient, malheureusement je n'y étais pas, combien de fois le chef de l'État est arrivé à dialoguer avec ses compères. On vous dira qu'il est venu, il a fait une nuit, il est parti. Vous arrivez en 2011, le chef de l'État et sa majorité décident de passer de 2 tours à 1 tour. C'est quelque chose de très grave. Ça veut dire qu'il y a une portée politique et une incidence. C'est grâce à Sound City. C'est grâce à Sound City que le pays a été réunifié. Non, je parle de la capacité du chef de l'État d'accepter le dialogue. Je reviens maintenant à 2011. C'est pareil, on passe de 2 tours à 1 tour. C'est une décision gravissime qui entame la légitimité du président élu parce qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit élu avec moins de 50%. Dans un pays où il y a 450 ethnies, c'est quand même une décision grave. Le président de
le chef de l'État, malgré qu'il y avait des contestations, n'a appelé personne pour parler. Il n'a même pas voulu appeler l'opposition pour discuter du fait qu'il n'y avait pas de moyens. Il s'en foutait, laissez-moi vous dire l'expression. Sa propre majorité, dont le G7, a fait 3 courriers pour discuter avec le chef de l'État, pour parler de la question de fond. Ils ont été chassés. Donc laissez-nous, opposition, remettre en cause la volonté, la capacité du chef de l'État d'entendre des avis contraires et de se plier à ces avis. Donc il n'aime pas discuter, il a sa vision et lorsqu'il veut appliquer sa vision, il l'applique. Donc pour nous, qui sommes partis à l'île de Gorée, c'est vrai qu'il y a un petit bémol dans la mesure où les gens de la majorité n'ont pas été invités. Peut-être qu'ils le seront parce que ce n'est pas définitif. Bon, si l'organisateur n'avait pas trouvé opportun de les inviter au même moment, il le fera peut-être par la suite. Mais il faut aussi se dire qu'il y a plusieurs forums dans lesquels il n'y avait que la majorité qui avait été invitée. Ça n'a posé aucun problème. D'ailleurs, M. Atoundou s'est retrouvé à Ouagadougou à l'époque pour vérifier comment est-ce qu'on modifie une constitution. On a fait un tohu-bohu, mais c'était pas un problème. Donc je ne pense pas qu'il faille alerter la communauté nationale parce que les opposants ont participé à un forum sur l'île de Gorée sur la démocratie. Si on ne se reproche de rien, le chef de l'État a la responsabilité de rassurer. S'il ne rassure pas jusqu'à présent, parce que qu'est-ce qui se passe avec l'opposition? C'est de dire au chef de l'État, entre guillemets, nous vous suspectons de vouloir prolonger votre mandat ou de faire un 3e mandat. Et le chef de l'État sait qu'il ne va pas le faire. Mais les choses peuvent être simples. Il appelle les amis de l'opposition, personne ne va refuser l'invitation. Écoutez, je vous garantis qu'à telle date, comme le demande la Constitution, je vais quitter mes fonctions. Mais voilà les problèmes que nous avons. Faisons des propositions pour que les choses se passent normalement. Ça va décrisper. Mais pourquoi il ne le fait pas? Écoutez, Mina Akouyer, le président de l'Assemblée nationale, sur la RTNC. Il dit, nous allons respecter la Constitution et il n'y aura qu'un nouveau président le président quittera le jour qu'il y aura un nouveau président. Même si ça prend 90 jours, même si ça prend 100 jours, même si ça prend 2 ans, aussi longtemps qu'il n'y a pas un nouveau président. Or, le même article dit que c'est convoqué 90 jours avant. Au fait, la partie de rester jusqu'à l'installation du nouveau président complète la partie selon laquelle le scrutin doit être convoqué 90 jours avant. Donc on saute cette partie-là, on s'attarde à dire les sénateurs ont glissé. Il a même donné l'exemple des sénateurs et des gouverneurs. Donc ils ont fait glisser les sénateurs et les gouverneurs pour justifier par la suite que le président de la République, ce ne serait pas un drame qui glisse, alors que lui, il a des contraintes constitutionnelles. Donc ce qu'on veut dire ici, c'est le président de la République, le chef de l'État doit décrisper. Et il ne doit pas fustiger, je ne sais pas qui écrit ces discours. Lorsque vous voulez que les gens viennent à votre dialogue, vous n'allez pas les traiter de mécréants, dire que ce sont des négativistes, qu'ils ont de la mauvaise foi. Ce sont vos compères, vous avez des solutions pour le pays, vous êtes le garant de la nation. Trouvez les moyens et les mots pour les attirer vers vous et non pas les confiner dans une forme en les stigmatisant leur attitude, alors que finalement ce sont des attitudes par rapport à un fait qui est vrai, le respect de la Constitution. Je fais l'avocat de personne, mais durant ces 9 ans où les sénateurs et les députés provinciaux ont glissé, personne de l'opposition n'a jamais pensé à démissionner pour des raisons morales ou d'éthique. Nous sommes dans le principe est simple, madame. Pour des questions morales ou d'éthique, je veux bien, mais le travail parlementaire doit se faire. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est ceci. C'est-à-dire que lorsque vous êtes chef de l'État, on ne vous vote pas pour être conseiller. On ne vous élit pas pour donner des conseils, observer, constater des choses. On vous élit pour organiser. Donc dès lors qu'il y avait un problème avec la CENI pour organiser les élections provinciales, le chef de l'État devait taper le poing sur la table et créer ce type de dialogue pour remédier à cette situation. Donc du moment qu'il a laissé faire, c'est sa responsabilité qui est engagée. Et je vous dis que dans les pays normaux, rien que pour le manque de performance ou pour un problème de responsabilité, les gens démissionnent. Donc il ne faut pas qu'il se distancie de sa responsabilité. Ah, Monsieur Djenka, ces élections l'année prochaine, on les aura ou pas? Non, d'abord, je voulais commencer par où mon co-débatteur vient de terminer, en lui disant de faire attention avec les concepts. La RDC, c'est un pays très normal. Mais il veut que ses fils et ses filles s'engagent pour améliorer les conditions de vie de ses habitants. Je suis très écœuré quand on dit que le chef de l'État ne respecte pas ses engagements, ne tient pas compte de... Je pense que là, il y a un problème. On a cité Sun City ici. De Sun City, il y a eu 2 acquis majeurs. Le 1+4, exemple atypique au monde. Et personne ne donnait la chance à ce mode de fonctionnement pour qu'il réussisse. Parce que vous êtes président, vous avez 4 vice-présidents, dont la plupart issus des différentes entités qu'il gérait. Et ils n'ont jamais rendu compte depuis qu'ils géraient ces entités-là, à qui que ce soit. Ça a fonctionné jusqu'à ce qu'il y ait des élections en 2006. Rappelez-vous, madame, en 2006, comment ces élections ont
notamment l'élection présidentielle, comment elle s'est passée. La CENI était obligée d'être transportée dans des chars de combat. Vous vous rappelez l'histoire de ce pays? Et il y a eu des canons, il y a eu des balles qui ont crépité dans cette ville de Kinshasa. Mais comment on oublie les choses si facilement? Mais la solution, je me rappelle encore cette image, quand le challenger, je cite M. Jean-Pierre Bemba, a accepté de voir le chef de l'État. Je vois encore cette scène-là, et comment les Congolais étaient très contents de les voir ensemble, et il n'y a plus eu de balles. Évidemment, après, il y a eu toujours des chauffourées. Le chef de l'État, d'abord, il est le garant de la nation. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un problème d'élection, de dire qu'il y a un problème de préparer les élections dans ce pays. Et parmi ces élections, il y a les législatives et la présidentielle. Oui, est-ce qu'on au-delà de ça, on aura ces élections dans les délais? Mais justement, lorsqu'on pense maintenant que, comme il y a une date supposée, il faut que tout s'arrête à ce moment-là. Mais écoutez, en 2005, il y a eu la même chose. Avec le phénomène Katakata ici à Kinshasa, vous vous rappelez? La transition devait se terminer le 30 juin. On dit après le 30 juin, tsunami politique. Le ciel va nous tomber sur la tête. Mais les gens ont suggéré ça et ça a donné l'aura à ce pays qui a besoin de ça, qui a besoin de voir comment ses fils et ses filles se mettent ensemble et lèvent des options pour aller de l'avant. Les autres pays le font. Même à San City, madame. Il y a eu un premier accord qui s'est terminé en cascade. On appelait ça, d'ailleurs, ça s'est signé à l'hôtel Cascade, on dit l'accord de Cascade. Tout simplement parce que nous sommes, nous aussi, Congolais, deux fois un problème. Les derniers accords de San City, c'était signé sous pression. C'est Thabo Mbeki qui a dit, mais écoutez, venez signer. Les gens étaient à l'aise 3 mois durant en train de discuter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même aujourd'hui, il y en a qui disent que nous ne pouvons pas y aller. Il y a d'autres qui disent que pour qu'on y aille, il faut que ça soit géré, qui fait un médiateur étranger. Tout ça, bon, le patriotisme, hein, le sens élevé des citoyennetés voudrait que les gens mettent davantage de l'eau dans leur vin. Quand l'opposition fait une proposition, mais eh bien, ça reste une proposition. Acceptons quand même que cette proposition soit analysée, soit comparée à d'autres propositions et qu'on dégage des voies un peu consensuelles qui engagent tout le monde. Il n'y a pas d'autre solution. Vouloir maintenant donner des échéances, le 10 février, il y a eu ceci, le 31 janvier, il y a la plupart de mes collègues qui ont parlé de ça, de la société civile, mais écoutez, c'est un peu ne pas s'assumer. C'est un peu ne pas s'assumer, parce que personne de l'étranger ne viendra dans ce pays pour résoudre nos problèmes. Quiconque vient de l'étranger vient d'abord pour résoudre ses problèmes. Je le souligne, et il n'y a que nous, Congolais, qui sommes encore au niveau d'oublier de telles réalités. Alors sur les dates, chacun a sa conception. Pour vous, c'est une psychose sur les délais. Pour eux, c'est le respect des délais constitutionnels. Du coup, c'est l'impasse. Jean-Jacques Mamba. Mais vous savez, madame... comment sortir de cette impasse? J'ai demandé une copie parce que j'ai suivi le chef de l'État. Comment sortir de l'impasse? Je voulais vous dire. J'aimerais quand même revenir sur un fait important. Le chef de l'État a dit que la solution ne viendra pas de l'Orient, elle ne viendra pas de l'Occident, ni de l'ONU. Je ne sais pas si le chef de l'État, parce que je crois que 2 jours après son discours, il est allé inaugurer un barrage hydroélectrique à l'est du pays qui a été entièrement financé par l'étranger. Est-ce que vous savez que même au ministère du Plan, la connexion Internet était payée par la CTB? Nous avions un problème d'immondice dans ce pays. Il y a même des Blancs qui nous ont apporté une solution parce que c'est eux qui faisaient pour nous ce travail, qui ont financé l'opération. Donc d'abord, c'est tout à fait incongru de dire des choses comme ça alors que nous sommes un pays sous tutelle et en perfusion. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, l'impasse, c'est laquelle? Je suis en train de vous dire, madame, que le chef de l'État a la solution. Parce qu'il a la responsabilité de la solution, il a même l'obligation de la solution. Quelle est la solution? C'est de faire respecter la Constitution suivant le serment républicain qu'il a fait lorsqu'il a été réélu en 2011. Concrètement, ça veut dire? Concrètement, cela veut dire quoi? Ce qu'attend l'opposition aujourd'hui, et je vous dis la vérité, que si le président de la République, le chef de l'État, s'engage de manière ouverte, alors je dis ouverte, à faire des pourparlers par rapport à des élections qui ne le concernent pas et qui respectent les délais, l'opposition va s'ouvrir et va changer de langage. Ce qui se passe actuellement, c'est le quoi? Le président fait un discours de 40 minutes dans lequel il n'a pas parlé de la Constitution. Même pas le mot Constitution ne se retrouve
ni respect des délais constitutionnels. Et il y a une très grosse crainte, pas seulement dans le chef de la classe politique, mais même la population. Donc dès l'instant que sur le discours de la nation, vous parlez des avions, vous parlez de tout ce que vous avez fait naturellement avec l'argent de la BAD et ainsi de suite, parce que nous avons très peu financé dans ce pays, et que vous ne parlez pas de votre sort, encore moins du respect de la Constitution, ça veut dire que vous n'en faites pas une priorité, vous n'allez pas rapprocher l'opposition aujourd'hui ni demain. C'est-à-dire que l'opposition va rester cramponnée sur sa position aussi longtemps que le chef de l'État ne sera pas clair sur ses réelles intentions de faire organiser des élections auxquelles il ne va pas participer et dans les délais. Monsieur Djenga. Il y a un problème, nous Congolais, quand nous parlons, moi ça me fait très mal, de faire l'apologie, de croire que ce pays, même s'il était, je pense qu'il ne l'est pas encore, sous tutelle, sous perfusion, comme vous voulez, qu'on fasse l'apologie de cela devant... Il fait allusion au financement extérieur. Même la police est financée, hein, même la police, je veux dire tout. Hein, ici, vous pouvez me protéger? La réforme de la police. Vous pouvez me protéger? Il fait allusion au financement extérieur. Ouais. Chaque pays recourt à des financements étrangers. Chaque pays. Allez aux États-Unis. La Chine est le premier créancier des États-Unis. Et la dette publique des États-Unis, c'est au-delà de 16 000 milliards. Est-ce que c'est pour autant que... Ce ne sont pas des programmes d'assistance, ce sont des est-ce que vous programmes pouvez me protéger, madame? Okay, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me protéger? Laissez-le terminer, c'est bon. Aucun pays... D'ailleurs, aujourd'hui, il est démontré que le monde devient un village. On ne peut pas vivre en autarcie. Mais de cela, c'est refuser d'élever ses options à soi par rapport à son pays et qu'il y ait des compatriotes qui soutiennent cela. Moi, ça m'écoeure. J'ai honte. Heureusement qu'il y a d'autres compatriotes qui pensent que c'est le contraire. Nous avons besoin de tous les appuis possibles, mais en levant nous-mêmes nos options. Madame, allez aux États-Unis. Il y a une politique étrangère des États-Unis. Allez en France, la même chose. En Grande-Bretagne, la même chose. Mais pourquoi est-ce que les Congolais ne pensent... Et c'est nous, acteurs politiques. Tout ce débat que nous faisons aujourd'hui, c'est de dire Kabila partira quand? Et ceux qui soulèvent ce débat, personne ne vous parle de son projet de société. Certes, nous savons comment certains partis politiques sont nés et comment ils évoluent. Nous pouvons bien les comprendre. Et la population est là, elle connaît qui est qui. Mais on n'est même pas encore au niveau de dire, nous, partis politiques, quand nous descendons sur le terrain, nous puissions parler de notre projet de société. Que les gens sachent pourquoi est-ce que nous devons prendre le pouvoir. Mais subitement, on dit, on s'acharne sur des choses. Et là, ceux-là qui sont derrière nous, derrière les richesses de ce pays, mais se frottent les mains. Ils se disent, voilà. Et c'est de leur bon droit de choisir même, hein, de financer de telles conceptions, tout simplement parce que ce sont des conceptions qui vont leur permettre de mieux agir dans ce pays. Réveillons-nous. Prenons nos responsabilités. Il y a des capitaux qui viennent de l'étranger, d'accord, mais dans des options que nous, Congolais, nous levons. Et c'est ça le sens du dialogue. Vous dites que ce dialogue doit être dirigé, il faut un médiateur. Nous sommes tout à fait d'accord. Et le chef de l'État dit, quand ça bloque, on peut recourir à un médiateur. Mais quand est-ce que nous parlerons de nos problèmes à nous, Congolais, à l'insu des Brazzavillois, des Angolais, des Rwandais, des Belges, des Français et consorts? Vous pensez qu'on ne peut pas arriver à ce niveau-là? Alors, et même au niveau de cette communauté internationale, elle a besoin d'interlocuteurs comme cela. Alors, selon lui... Parce que de cela dépend aussi la sécurité et le développement selon Jean-Jacques de la planète. Les opposants radicaux viendront à la table du dialogue avec Joseph Kabila s'il dit, écoutez les mecs, venez, je ne serai pas candidat aux élections de 2016. Mais justement, est-ce que Kabila a dit le contraire? Il n'a pas dit. Quand est-ce que Kabila vous a déjà dit que je serai candidat? Jean-Jacques Mambaï. Vous comprenez? Voilà. On continue dans des soupçons. Et on fonde toute une action là-dessus. Vous pouvez me protéger, s'il vous plaît? Quand est-ce qu'il a dit qu'il était Non, candidat? le chef de l'État s'est fondu dans un silence coupable. Il a laissé les gens dire les choses et il n'a pas reprimandé ceux qui les disaient. Il y a eu Kabila Désir, j'ai encore suivi Machal il n'y a pas très longtemps qui disait que le chef de l'État... Les gens ont envie de dire ce qu'il dit. Ce sont des personnes de sa famille politique. Et ça le président de la République... Le président de la République n'a pas réagi de manière contraire. J'allais terminer par F. Bazaïba. J'ai un ami qui la kiffe grave, je parle comme les jeunes. Il retweet ou reposte sur son Facebook tout ce qu'elle publie chez elle. On termine par là. Merci Jean-Jacques Mamba, merci Patrick Djenga d'être venu dans Débriefing, l'avant-dernier débriefing de 2015. La semaine prochaine, ça sera une sorte de rétrospective du bilan de tout ce qui a été dit et fait dans cette émission. Entre-temps, joyeuses fêtes de Noël à tous. Merci.
Merci. Fashion, style, la mode congolaise avec Fanny Mandina. Fanny Mandila, design, styliste et modéliste.